Bien, mais écoutez, voilà, bonjour, nous sommes en direct Bonjour. ou en différé, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, voilà, nous sommes avec Eddy Skepins sur une matinée un peu particulière, puisque Eddy ne pouvant être là parmi nous ce On suis matin désolé. ou cet après-midi, il nous a reçus chez lui pour imaginer l'école de musique intercommunale de la vallée de l'Hérault dans les 10 ans, voilà, d'ici l'échéance 2025 à peu près. Il va nous aider un petit peu à réfléchir sur la suite de ce programme. Je laisse Benoît un peu présenter Eddy, qui se connaissent très bien, puisque C'est vrai. Benoît a très longtemps travaillé avec Eddy, notamment au CFEDEM de Lyon. Bonjour Eddy, donc pour te présenter en deux mots, comme l'a dit Jean-Luc, tu as été directeur adjoint au CFEDEM à Lyon, à l'origine de la création de Ouais. ce centre de formation des enseignants de la musique, responsable de la formation des enseignants de la musique au Conservatoire national supérieur Pas de musique de responsable, Lyon. j'étais professeur de sciences de l'éducation D'accord. et je suis resté 31 ans au CNSMD de Lyon. Voilà, C'est un bail quand même. En sciences de l'éducation, comme on disait, comme je dis souvent, nul n'est parfait. Voilà. Mais sciences de l'éducation, c'est en fait l'ensemble des sciences humaines et de ce qu'on appelle la pédagogie. Voilà. Donc dans le cadre d'abord d'une unité de pédagogie, au début, qui était proche de la création du CNSM de Lyon, où il y avait plusieurs unités de valeur complémentaires, etc. Et par la suite, à la formation diplômante au certificat d'aptitude, quand elle s'est montée. Voilà. Et je m'occupe aussi encore de la revue du CFEDEM, Enseigner la musique. On va publier bientôt un nouveau numéro. dont nous avons les exemplaires d'ailleurs à l'école de musique, j'en profite pour faire un peu de pub. Donc merci de nous recevoir pour cette interview. Qui va alimenter donc la réflexion sur le futur projet de notre école, avec cette question qui sera proposée en travail collectif à l'issue de l'interview. Quel service public pour la musique et les arts en vallée de l'Hérault? Alors peut-être pour démarrer, peux-tu nous faire partager ta réflexion sur les publics qui peuvent... La question des publics. la question des publics qui En fait, concerne directement oui, je vois notre bien. profession. J'aurais plus facile à parler de manière, je m'en excuse peut-être un peu, mais plus générale, sur ces questions-là que dans le détail sur ce qui se passe dans la vallée de l'Hérault, parce que bon, voilà, je les connais moins. Et puis aussi parce que je pense que pardon, quand on fait des plans, des schémas départementaux ou autres d'ailleurs, c'est assez difficile parfois de garder dans la pratique justement le grain, je dirais, le code génétique de ce qu'on voulait mettre dedans. Souvent il y a des bonnes intentions, puis est-ce que les logiques quotidiennes évoluent ou pas? C'est une affaire pas toujours aisée parce que c'est une affaire humaine, que les gens sont ce qu'ils sont, qu'ils ont leur quota d'expérience derrière eux, qu'ils ont leur formation acquise et parfois qui, dans certains domaines, viennent d'horizons très différents, selon parfois par exemple par le type de musique qu'on pratique. En fait, la question des publics, si je démarre par là, pour moi me fait penser à la question répétitive, je dirais, de la démocratisation de l'art et de la culture. Aujourd'hui, on parlera d'éducation artistique et culturelle. Je ne sais pas ce que le prochain ministère fera de cette notion. Mais en tout cas, la question de la démocratie et la question de la démocratisation n'est peut-être pas la même. Pendant longtemps, et pour essayer d'aller vite, pendant longtemps, à partir des années 60 et du premier ministère de la Culture, de la Communication dit-on maintenant, mais de la Culture à l'époque avec André Malraux, la démocratisation c'était l'idée d'amener l'art au peuple. Avec des grandes figures du théâtre, notamment surtout du théâtre, il faut remarquer, qui ont, voilà, en disant voilà, il faut l'élite pour tous, quoi. Il faut faire des logiques très très performantes pour tous, mais amener les gens à la culture, c'est-à-dire au bien artistique, c'est-à-dire aux œuvres. Que ce soit dans le domaine de la peinture ou dans le domaine, enfin dans l'ensemble des domaines artistiques, et singulièrement en musique peut-être, et en danse, pour peut-être d'autres raisons, en danse il faut commencer très jeune, etc. Il y a eu l'idée quand même que la démocratisation, c'était amener les publics, parfois introuvables, aux œuvres et aux artistes. Depuis au moins une trentaine d'années maintenant, peut-être plus en fait, au lieu de la démocratisation culturelle, certains sont mis à parler, en Belgique par exemple, ou à l'UNESCO, de démocratie culturelle. Alors, c'est quoi la démocratie culturelle par rapport à la démocratisation de la culture? C'est l'idée déjà d'une rupture avec la question de la valeur des pratiques différentes, on va dire, ou des arts.
Par exemple, il y a le conseil, excusez-moi, je retrouve mon papier, voilà. Il y a, depuis quelque temps, circule un texte assez fondamental sur les droits culturels, qui date d'une rencontre qu'on appelle la Convention de Fribourg, et je vais citer, et on voit bien qu'il y a une modification dans les termes. Le terme culture recouvre, disent-ils, les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. On est loin d'une définition de la culture comme pratique des beaux, enfin comme logique des beaux-arts. Ça veut dire aussi que toutes les, entre guillemets, cultures se valent. On a souvent agressé, je dis bien agressé, hein, intellectuellement en tout cas, ceux qui pensaient de cette manière en décriant un relativisme qui aurait là-dedans, c'est-à-dire que toutes les choses seraient égales, alors que certains pensent qu'il y a des valeurs qui sont plus universelles, naturelles, éternelles. La question de dire que s'il faut reconnaître toutes les cultures entendues comme une manière d'être, d'aborder le monde, de le penser, d'intervenir dedans, on est proche d'une notion de démocratie, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent être égaux, et pas seulement théoriquement, mais surtout que tous les citoyens soient reconnus dans leur pratique et leur manière de voir le monde. Ce qui fait que, par exemple, les fameux non-publics, ceux qui ne viennent pas à l'école de musique, ceux qui ne viennent pas au théâtre, ceux qui ne viennent pas au concert, etc., c'est souvent des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'offre culturelle qu'on leur propose, parce que c'est pas chez eux. La question, c'est que si on entend les choses en termes de démocratie culturelle, il faut se mettre à penser la question, à mon avis, non plus seulement des œuvres, il n'est plus question seulement d'amener les gens aux œuvres, et si on parle de pratique, on voit bien que dans l'enseignement de la musique, depuis longtemps, pardon, la filière classique s'est étoffée d'un certain nombre d'autres, on va dire, genres musicaux, d'autres types de pratiques. Moi, j'insisterai sur la question des pratiques. Parce que on a longtemps conçu l'éducation musicale, en tout cas dans l'enseignement spécialisé, hein, je ne parle pas de l'école, l'enseignement scolaire, comme on dit, comme l'éducation musicale, comme d'abord une éducation, un terme qui veut dire quand même des choses bien précises, où il y a l'idée sous-jacente d'un avenir, d'un plus tard. On forme pour plus tard, on acquiert le solfège, pendant longtemps c'était obligatoire, avant d'entamer un instrument, il faut d'abord acquérir ce qui serait les bases du jeu instrumental, de l'interprétation, etc. Et par exemple, ça heurte encore parfois des gens de faire apprendre la musique d'emblée en pratiquant ensemble, alors que ça se fait dans pas mal de pays étrangers. Parce que la conception en France a été longtemps héritée du Conservatoire de Paris, il faut d'abord bien jouer pour pouvoir jouer avec d'autres. Alors qu'on pourrait se poser la question, est-ce que apprendre à bien jouer, apprendre à jouer d'ailleurs, ce n'est pas aussi jouer directement? Pourquoi faut-il apprendre à apprendre en fait, mais surtout apprendre ce qui serait des fondamentaux, des bases, comme on dit souvent dans l'enseignement de la musique. Ce qui fait que du coup, il n'y a plus beaucoup de gens qui peuvent passer sous les fourches codines, le gabarit, d'une motivation suffisante pour travailler, c'est l'autre terme de la notion d'éducation, travailler, du latin tripalium, instrument de torture à trois pieds, comme on sait, du travail à la maison, essentiel, pour qu'on peut se demander à ce moment-là quel est le rôle réel de l'école. On pourrait imaginer par exemple que l'école de musique soit pas seulement un lieu où on vient prendre un cours, puis éventuellement un cours collectif, puis éventuellement, non sûrement, un cours de FM improbable, parfois assuré, en tout cas motiver les élèves. En fait, on pourrait imaginer que l'école soit ouverte, nuit et jour peut-être pas, mais en tout cas davantage pour que les élèves viennent pratiquer. Et pratiquer sans les profs, mon Dieu, est-ce possible? Ben oui, bien sûr, puisque c'est ce qu'on leur demande de faire à la maison. Donc du coup, il faudrait imaginer une autre pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut imaginer d'autres dispositifs didactiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'école de musique. Qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple les élèves ont davantage qu'à recevoir un cours, des programmes à monter, des choses à créer, par exemple à écrire de la musique dès le début pardon, de l'apprentissage pour apprendre à lire justement. Après tout, c'est comme ça qu'on apprend notre langue. L'écrivant, parlant, en écrivant aussi. Donc si on parvenait à imaginer une école de musique qui offre davantage de dispositifs différents
Et ça, quels que soient les genres musicaux, peut-être qu'on toucherait d'autres publics. C'est en tout cas un premier niveau, me semble-t-il. Donc on est vraiment sur une question que j'appellerais pédagogique, où on repense l'éducation musicale, non plus comme un plus tard, mais comme un ici et maintenant. La question donc pour nous, c'est de dire est-ce que, indépendamment d'une comparaison entre la valeur des différents genres musicaux, est-ce que la question n'est pas fondamentalement, sur le plan pédagogique, on ne peut pas les séparer, sur le plan pédagogique d'abord, de faire aux élèves, mais peut-être aussi à tout type de population, quel que soit son âge, j'allais dire sa nationalité, son sexe, sa race, quel que soit le type de population, des expériences musicales. C'est quoi une expérience musicale? C'est toutes sortes de dispositifs qu'on peut inventer, qui permettent, je dirais, à des gens de rencontrer, éventuellement un artiste, bien entendu, ou des profs de musique, c'est aussi des artistes, mais surtout, non pas des œuvres, mais de pratiquer, de mettre les mains dans le cambouis. Je vais raconter une chose qui m'est arrivée il y a de nombreuses années, maintenant au moins une quinzaine. J'étais quelque part en Bretagne, j'intervenais dans une formation de directeur de petits établissements, moyens d'établissements. Et à un moment donné, donc je n'étais pas seul, hein, on était deux, et je me rappelle à un moment donné, il y a un directeur qui dit, très naïvement, mais aussi très justement, il dit, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les parents ne veulent pas qu'ils apprennent la musique, ils veulent que leurs enfants fassent de la musique. Je dis, mais quelle bonne nouvelle, enfin. Parce qu'après tout, pour apprendre la musique, ben, il faut en faire. Je pars d'abord d'une idée qui est celle d'un philosophe, un sociologue, et a cumulé beaucoup de choses, s'appelait Michel de Certeau, qui évoquait dans un petit bouquin la culture au pluriel, qui évoquait le fait qu'il y a longtemps que la population sait faire bien plus de choses que ce qu'on l'autorise à faire. Et je crois que c'est vrai. Si on prend des musiques actuelles, ben les gens, il n'y a pas d'école, donc ils ont dû apprendre sur le tas eux-mêmes. Rappelons-nous ça, c'est pareil des musiques traditionnelles. Donc que fait-on dans ces circonstances-là? Comment est-ce qu'on invente des dispositifs? Comment est-ce qu'on va? On se met en relation avec des gens qui travaillent dans le territoire, dans les milieux dits, enfin dans les institutions dites sociales, travailler avec eux pour contacter des publics, non pas pour les recruter pour l'école de musique, mais pour organiser sur les territoires des pratiques musicales, des expériences de musique, ce qui nous met devant, je le disais tout à l'heure, la difficulté peut-être de devoir inventer des dispositifs alors que soi-même on a connu autre chose. Alors je te propose, Eddie, de revenir un peu sur une notion centrale dans mon propos que j'ai bien retenu, c'est la notion de pratique. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas simplement de mettre des individus, des élèves au contact de grandes œuvres de l'humanité, de manière plus ou moins passive, et puis face à une culture qui peut-être se fait sans eux, mais davantage de susciter, d'accompagner des pratiques culturelles quelles qu'elles soient. Mais dès lors se pose la question de la manière dont on peut accompagner ces pratiques. Je pense notamment aux enseignants de la musique dont je suis, où on est dans une organisation au niveau de l'école de musique qui est plutôt par discipline, par une discipline instrumentale, où notre formation a beaucoup valorisé et mis en avant une forme d'excellence instrumentale. Et comment dès lors, de cette position, pouvoir accompagner des pratiques culturelles qui peut-être nous dépassent. Question pas du tout évidente, évidemment. Je me rends bien compte que ce que je viens de dire avant est un peu du domaine, on va dire, des intentions générales. Enfin, pour moi, c'est important de le poser quand même, parce qu'après tout, c'est ce qui oriente une action. Mais ce que tu évoques, c'est là qu'il y a le vrai problème. Je reprends ce que tu viens de dire, c'est sûr que même le cadre d'emploi dans l'école de musique est découpé par rapport aux spécialisations instrumentales, et donc par rapport aux disciplines, souvent instrumentales. Les concours, la fonction publique sont organisés de cette manière-là, les formations aussi. Et s'il y a des disciplines qu'on a appelées complémentaires, elles sont souvent sans incidence directe sur les pratiques instrumentales. C'est des choses qu'on met en plus, l'écriture vient tard, parfois jamais, la musique de chambre vient tard, parfois jamais. Donc la question de la formation demeure quand même une sacrée épine dans le pied, et je le disais, le cadre d'emploi aussi, qui n'incite pas à travailler en équipe.
Or, je me rends bien compte que dans ce que je viens de dire avant, il s'agit d'un sacré défi pour les profs d'école de musique, parce que comment est-ce qu'on passe de sa propre formation, de ses propres acquis, parfois durement acquis, il faut justement durement chèrement payés, a une logique quand même d'une nature très différente. J'ai des éléments de réponse. La première, par exemple, puisqu'on parle d'une école de musique sur un territoire, je rappelle qu'au passage, les établissements d'enseignement spécialisés sont décrits comme des établissements culturels. Bon, on ne mange pas de pain, ministère, hein. Donc, n'empêche, ça peut vouloir dire quelque chose, c'est-à-dire c'est un lieu ressource. C'est pas un lieu où on vient, on frappe à la porte, on passe un événement que tu es le concours, il faut reconnaître aussi, et on s'inscrit dans une discipline, parfois en fonction de ce qui reste comme place. Non, c'est l'école de musique qui sort de ses murs, qui fait du hors les murs, pas seulement en termes de diffusion, mais aussi en termes d'offres de pratique. Comment passer d'une politique de l'offre, jusqu'ici mono quelque chose, l'offre de formation, à une politique d'écoute de la demande. Alors la demande, elle ne va pas venir s'exprimer. Il n'y a pas quelqu'un qui, dans le milieu rural, fin fond de, je sais pas, de l'Hérault, viendrait frapper à l'école de musique pour dire, écoutez, j'y connais rien en musique, quoique. Mais par contre, le fait de créer un certain nombre de dispositifs, d'initiation, de sensibilisation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'expérience musicale, pensée et inventée hors les murs, en travaillant, en allant travailler avec, en trouvant donc, cherchant et en trouvant des partenaires, je disais tout à l'heure dans le monde social par exemple, pour travailler avec des gens, j'en sais rien, dans les prisons, dans les écoles, hein, c'est déjà le cas quand même, mais peut-être d'une autre manière, mais aussi avec des publics, je ne sais pas, des maisons de retraite, avec des publics jeunes, en organisant des choses pendant les vacances, y compris les vacances scolaires, les petites vacances, comme on dit, enfin, Toussaint, etc., vacances de printemps, etc. Donc la question, c'est comment on peut inventer. La deuxième chose, c'est il faut travailler en équipe. Parce qu'en équipe, on peut inventer, confronter, dans le vrai sens du terme, travailler à plusieurs, se partager des élèves, vous n'êtes plus des élèves nécessairement, mais des situations de dispositifs comme ça, rééchanger après, se sentir moins seul, avoir moins peur. Le travail en équipe, penser dans cette logique-là, c'est-à-dire à la fois le territoire, avec ses variétés de population, de tous azimuts, avec des dispositifs musicaux multiples, empruntant aux différents genres musicaux, et surtout aux différentes pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on bidouille? Que ce soit une vieille à roue, que ce soit de la lutherie électronique, que ce soit un piano, je disais tout à l'heure, des cuivres, peu importe, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Et comment est-ce qu'on peut, en travaillant en plusieurs, en équipe, comment est-ce qu'on peut se rassurer? Et je pense qu'en fait, il faut que les profs, dans les domaines artistiques, c'est quand même le comble, le domaine artistique, c'est un domaine en principe de la création et de l'invention. Ce serait le comble qu'on n'arrive pas, dans notre domaine, à organiser des choses qui permettent aux gens d'inventer des situations qui d'emblée soient de création. Ça ne veut pas dire que les gens vont réinventer la gamme eux-mêmes, c'est pas ça le problème, c'est que d'invention d'un petit projet musical avec quelques éléments et au bout de 2-3 jours déjà. Mais peut-être je voudrais quand même terminer sur cette question du service public. Ce que je pense, j'ai parlé tout à l'heure de démocratie culturelle, et de démocratie tout court en fait, en citant notamment Dewey, mais je crois, je l'ai dit plusieurs fois, je me paraphrase moi-même, l'art est une manière de faire le monde. Quel monde on veut? Et est-ce qu'on veut que tout le monde soit dans ce monde? Je pense surtout que le travail en équipe est fondamental. Et dans un territoire comme le vôtre, comme des tas d'autres, je pense que c'est important de sortir des murs, d'aller frapper dehors. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça non plus. C'est pas ça. Mais en tout cas, si on ne fait pas ça, j'ai un peu peur que l'école de musique devienne une réserve d'Indiens, ce que je ne souhaite ni pour les musiciens, ni pour la musique, ni pour les populations. Mais en tout cas, je souhaite à tous bon courage. Merci beaucoup, Eddie. Merci aussi.